Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus pour cette masterclass de professeurs invités. Là, on reçoit notre collègue Lucas Mont-Saint-Jean, qui est architecte du patrimoine, praticien et théoricien aussi, parce qu'il est détenteur d'une thèse sur le patrimoine ordinaire. Il va vous présenter ce travail à la fois qui est un recoupement de ses recherches et du travail qu'il mène avec les étudiants de S6 avec son atelier de projet. Donc, je vous présente Lucas Mont-Saint-Jean. Merci. Voilà, par le capuchon. Oui, merci. Merci Philippe pour cette introduction. Et merci à l'ENSA Normandie pour l'invitation de professeurs invités, donc qui me donne l'occasion de développer un studio exploratoire avec certains des étudiants qui sont présents ici depuis mars maintenant, et une masterclass qui donc reprend et fait écho au thème du studio que j'ai proposé sur la question du patrimoine de l'ordinaire, et en plus particulièrement de l'infraordinaire. Alors, pour ça, je suis parti d'un petit texte, c'était ma proposition initiale, d'un petit texte de Georges Perec, que vous voyez ici, d'un recueil qui s'appelle L'infraordinaire, publié en 1989. Georges Perec, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain français, né en 1936, mort en 1982, qui est connu notamment pour son implication dans l'Oulipo, c'est-à-dire l'ouvroir de littérature potentielle, qui était un regroupement de mathématiciens, de poètes et d'écrivains qui s'amusaient à écrire à travers des contraintes. Donc, par exemple, Perec a écrit « La disparition », un livre sans utiliser la voyelle « e ». Puis Les Revenantes, un livre où il utilisait uniquement la voyelle « e », etc. Donc, c'est des contraintes qui génèrent des écritures tout à fait particulières, assez amusantes. Et c'est l'idée de la contrainte comme ressort de création. Mais au-delà de ça, c'est un très grand écrivain, et ce texte, L'infraordinaire, n'est pas un texte à contrainte, et un texte qui est écrit, qui parle de ce qui se passe autour de nous, et qui est un peu en réaction aux grands événements marquants, ou aux choses qui sont toujours mises sous les projecteurs. C'est un très court petit texte qui fait l'introduction, et je vais vous en lire un extrait. « Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour. Le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres, non plus l'exotique, mais l'endotique. Donc ce texte nous invite à la fois à regarder tout simplement ce qui se passe autour de nous, et c'est ce que nous faisons dans un périmètre de 500 mètres autour de l'école à Darnétal, d'aller regarder chaque rue, d'aller voir ce qui se passe, et vous verrez que dans cette conférence, il sera question de cuillère et de papier peint, comme nous y invite Georges Perec. Il y a donc deux termes, deux néologismes qu'il propose ici, l'infraordinaire, c'est-à-dire évidemment en opposition à l'extraordinaire. L'extraordinaire sort de l'ordinaire, mais l'infraordinaire, c'est ce qui se passe au quotidien. Et l'endotique, qui est l'opposition de l'exotique. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas plus en week-end en Malaisie chercher l'exotique, mais on commence à regarder ce qui se passe tout simplement autour de nous pour toute une série de contraintes. Et c'est à ça que nous invite Perec. Alors, l'extraordinaire, en termes de patrimoine et d'architecture, il existe à plusieurs titres. D'abord avec des monuments extraordinaires, comme Notre-Dame de Paris, monument s'il en est. Mais avec des événements extraordinaires, comme l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Un événement qui a fait beaucoup jaser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de vous, tout le monde, vos cousins, vos neveux, vos filleuls, vos grands-parents sont tous devenus des experts en restauration. On avait tous un avis s'il fallait reconstruire la flèche, pas la reconstruire à l'identique, à neuf, s'il fallait faire comme ci, comme ça. Tout le monde s'est mis à parler d'architecture et de restauration. En cela, c'était très intéressant. Et il y a eu plus de 800 millions d'euros fléchés sur la restauration de Notre-Dame, c'est-à-dire un afflux massif de capitaux par rapport à cette situation extraordinaire d'un monument extraordinaire. Mais des événements catastrophiques, il y en a d'autres.
L'effondrement de la rue d'Aubagne à Marseille le 5 novembre 2018 qui a causé la mort de 8 personnes, dont on parle beaucoup moins et ce n'est toujours pas reconstruit. Aujourd'hui, c'est une dent creuse barriérée, gardiennée, avec une barrière ERAS et un maître chien assis dans une chaise en plastique devant, depuis 2018, je le rappelle. Donc, même dans l'événement extraordinaire, il y a diverses hiérarchies entre Notre-Dame et Marseille. Par rapport aux monuments, tout simplement, qui n'ont pas brûlé, on ne le souhaite pas, Versailles, des millions de touristes qui viennent tous les jours voir ce bâtiment, dont les architectes en chef dorent à grands frais les grilles et les dorures. Mais plus personne ne vient voir ce bâtiment, par exemple, qui est simplement situé à quelques rues d'ici, à Darnétal, et pour cause. Donc, l'exercice qu'on se prête aujourd'hui, c'est peut-on regarder l'ensemble de ce contexte bâti avec les yeux d'un spécialiste du patrimoine, avec les yeux d'un architecte, tout simplement. Peut-on regarder ce bâti? Pourquoi serait-il moins intéressant que l'aile gauche de Versailles, finalement? Cette masterclass, je la diviserai en 2 temps. D'abord, je ferai un petit retour sur la notion de patrimoine même. J'imagine que vous avez des cours dessus, je l'espère, mais je reviendrai rapidement sur son apparition, ses évolutions, et les différences entre monument, historique, patrimoine, et les enjeux actuels autour de cela, des doctrines de restauration. Et puis, dans un deuxième temps, je montrerai un cas d'étude un peu plus particulier, lié au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, territoire dans lequel j'ai beaucoup pratiqué en tant qu'architecte pendant plus de 10 ans, et sur lequel j'ai soutenu une thèse de doctorat. Donc c'est à la fois une expérience personnelle de recherche et de pratique, et qui prolonge évidemment ces questions patrimoniales sur un territoire post-industriel à très grande échelle. Alors d'abord, une petite question sur la notion de patrimoine. Et je commencerai par cette phrase de Lucie Morisset, qui est une enseignante-chercheuse québécoise de l'Université du Québec à Montréal, directrice de la chaire en patrimoine, dans un livre qu'elle a écrit où elle précise que la France détient la palme des ouvrages sur le patrimoine, tant qu'en faire l'état tiendrait aujourd'hui de l'encyclopédisme. Et ça m'a beaucoup rassuré parce que quand on essaye de faire l'état de l'art et qu'on s'aperçoit qu'il se publie plus d'articles et de bouquins sur le patrimoine en France par an qu'on arrive à en lire, en fait, c'est un peu aussi épuisant. Et en échangeant avec Lucie Morisset, elle m'a beaucoup rassuré il y avait une grande spécificité en France. C'est un terme qui est particulièrement foisonnant. Les études patrimoniales sont particulièrement foisonnantes dans les sciences sociales, dans les études patrimoniales, dans l'architecture, l'urbanisme. Il y a énormément de gens qui réfléchissent, qui manipulent ces concepts. Donc on a un peu de mal à suivre. Mais quand même, un incontournable, ça reste Françoise Choët, qui est décédée l'année dernière, qui était une grande penseuse du patrimoine, et son ouvrage fondateur, L'allégorie du patrimoine, dans lequel justement elle repose un peu les grands jalons, et elle distingue notamment 3 concepts qui sont bien différents, donc elle est très très précise dans les termes qu'elle utilise. Pour les résumer un peu grossièrement, le monument historique et le patrimoine. Le monument, donc c'est vraiment quelque chose à part, ça vient de monere en latin, se souvenir, c'est un élément commémoratif intentionnel, un artefact commémoratif, donc un arc de triomphe, un tombeau, une pierre tombale, une croix symbolique, un élément construit par l'homme pour perpétuer la mémoire d'un souvenir par-delà les systèmes d'écriture. Donc ça, c'est consubstantiel de la nature humaine. On se souvient de l'aphorisme d'Adolphe Loos sur on marche dans la forêt, on voit un tertre de 6 pieds de long, 3 pieds de large, en forme de pyramide, on sait que quelqu'un est enterré ici. C'est un élément culturel profondément humain. Le monument historique, quant à lui, est une invention beaucoup plus tardive. C'est un concept, ce n'est pas un artefact intentionnel, nous dit Choët. C'était des éléments choisis dans un corpus préexistant en fonction d'un certain nombre de valeurs historiques, artistiques, symboliques. Ce n'est donc pas un concept universel, mais c'est un concept, c'est important de l'avoir à l'esprit, qui a été forgé en Occident pendant le Quattrocento et développé après la Révolution française et au XIXe siècle majoritairement, et qui aujourd'hui se confronte justement à d'autres regards. C'est un des enjeux actuels dont on parlera, c'est l'internationalisation de ces concepts. Et le 3e et dernier terme, c'est celui de patrimoine. Il faut savoir que le terme de patrimoine n'existait pas avant 1970 en français, ou du moins il ne désignait pas les mêmes choses. C'était le patrimoine financier. Encore aujourd'hui, il y a cette ambiguïté, cette polysémie. Je me rappelle de maîtres d'ouvrage qui m'ont raconté des rendez-vous complètement absurdes, où ils avaient rendez-vous pour parler de patrimoine, et il y avait des types qui venaient, qui en fait étaient des banquiers, ils venaient leur parler de la gestion de leur portefeuille banquier. Et eux, ils voulaient parler de la gestion de leur patrimoine bâti, de leur bâtiment. Donc il y a cette énorme ambiguïté autour du terme patrimoine.
Mais disons, si on le prend par l'acception qui nous intéresse, qui concerne à l'architecture, c'est selon, et on reprend tel que le désigne Françoise Chouet, c'est dans son acception spatiale l'ensemble du cadre bâti des sociétés humaines dont on a hérité, et ça recoupe donc un patrimoine architectural, urbain et paysager. Et à plus grande échelle, selon une approche ethnographique, c'est aussi un processus de sélection de ce qui a de la valeur parmi les restes du passé et qui dépasse l'architecture. Sont patrimoniaux, évidemment, toutes les collections muséales présentées dans les musées de France. Donc ça dépasse le seul concept architectural. Ce qui est important de retenir dans tous les cas, c'est que patrimoine, monument historique, ce ne sont pas des essences, surtout monument historique et patrimoine. C'est-à-dire ce ne sont pas des objets donnés de fait. Ce n'est pas parce qu'on a un bâti en pierre ancienne qu'il est monument historique ou patrimoine. C'est un phénomène socialement construit. Et à ce titre, il peut être discuté, il fait partie d'un projet de société. L'invention donc de cette notion, de ce concept de monument historique, François Chouet, au-delà du Quattrocento et des fascinations pour la redécouverte de l'Antiquité romaine, on le fait naître habituellement, c'est assez partagé parmi les chercheurs, à la Révolution française, en réaction en réalité au mouvement de vandalisme, de pillage et de destruction qui apparaît à la Révolution française. Donc c'est avant tout un mouvement réactionnaire de défense de choses qui disparaissent. Et vous voyez ici un magnifique dessin qui est conservé au Louvre de la destruction de la statue équestre de Louis XIV, place Vendôme, le 12 août 1792. Donc 6 personnes mettent à bas la statue et s'acharnent à la détruire. On comprend pourquoi. Il y a vraiment un projet politique, de société derrière, une forme de revanche. Et d'ailleurs, vous voyez le pied gauche qui se trouve en bas, le pied du roi brisé se trouve aujourd'hui conservé au musée Carnavalet. Vous pouvez voir le pied de la statue comme un témoignage. Au-delà de cette statue hautement symbolique, sont des bâtiments entiers qui sont brûlés, désaffectés, pillés, découpés. Et en réaction à ça, l'abbé Grégoire propose de monter un inventaire, un système de protection, de défense de monuments historiques constitutifs de l'histoire, de la mémoire de la nation française. Cela se développe, se met en place petit à petit au XIXe, et c'est Prosper Mérimée, que vous connaissez peut-être, qui le premier met en place une liste des monuments historiques protégés. En 1840, la première liste est publiée, elle concerne la France entière. Je me suis amusé à aller chercher, à vous faire un petit historique sur les monuments de Seine-Maritime. Et je les défilerai très rapidement, mais l'église Notre-Dame de Caudebec, l'église Saint-Jean, l'église Saint-Jacques de Dieppe, l'église Notre-Dame d'Étretat, la collégiale Saint-Laurent, l'abbaye de la Trinité de Fécamp, etc. Église, les ruines du théâtre antique de Lillebonne. On voit poindre un petit peu d'antiquité, des restes quand même de cette notion de la grandeur de l'Empire romain. L'église Saint-Jacques le Majeur de Moulineau, l'abbaye Saint-Ouen, l'église Saint-Gervais de Rouen, l'église Saint-Maclou de Rouen, Saint-Patrice de Rouen, le palais de justice et la tour Jeanne d'Arc de Rouen. Une abbaye, une église, une église. Donc vous voyez que ce projet de défense des monuments historiques, il est porté par toute une idéologie évidemment. Et au-delà de Prosper Mérimée, on ne peut ne pas évoquer Viollet-le-Duc, qui a aussi beaucoup fait pour la reconnaissance et la défense de l'architecture gothique, de l'architecture médiévale française. Et ça se ressent fortement dans cette liste de monuments historiques où à 99%, c'est du patrimoine religieux du Moyen-Âge qui est protégé. Donc c'est porteur d'une certaine mémoire de l'identité nationale. Ce processus de protection, il continue à s'étendre, à se diffuser. Et en 1862, par exemple, est classée la cathédrale Notre-Dame de Rouen, qui avait brûlé auparavant, qui a été restaurée, qui est d'ailleurs encore en restauration. En 1875, juste après, c'est la tour de Carville, dite tour Henri IV, qui se situe à quelques mètres d'ici, qui a son tour inscrite monument historique. Une des premières donc dans la région, un élément majeur. Mais vous voyez qu'il y a cette thématique continue du patrimoine religieux gothique reste. Et d'ailleurs, preuve en est, j'ai mis au milieu ce magnifique dessin, le plan de la cathédrale Notre-Dame de Rouen par Eugène Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné de l'architecture, 1856, et cela est même antérieur à sa protection monument historique. Donc c'est déjà l'inventaire, la reconnaissance de ce patrimoine par des savants éclairés, des architectes comme Viollet-le-Duc, qui précèdent leur entrée sur la liste officielle et leur désignation comme patrimoine. Le concept de monument historique, donc, il passe par une protection, une désignation, une protection et donc une juridiction, tout un arsenal de lois qui permet de protéger ces éléments, mais aussi par tout un ensemble de restauration, c'est-à-dire une discipline constructive avec des doctrines, des matériaux, des savoir-faire, des architectes. Et c'est, nous dit Françoise Chouet, l'assemblée des deux qui constitue un appareil monumental. La désignation, protection, juridiction d'un côté, la restauration de l'autre.
Donc Eugène Viollet-le-Duc, le voilà, ce grand architecte qui a beaucoup œuvré. Une phrase extrêmement réductrice, mais qui est intéressante donc, dans son dictionnaire raisonné. Restaurer un édifice, ça n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Donc cette idée que le restaurateur est là pour parachever, parfaire une œuvre d'art qui parfois n'est pas arrivée à maturité, à complétude. Et d'ailleurs, si je reviens à Notre-Dame de Rouen, les premières opérations de restauration après son inscription monument historique ont consisté à démolir toutes les maisons adjacentes, toutes les maisons de ville qui enchâssaient la cathédrale dans un tissu pour dégager le monument. Chose qui serait une hérésie aujourd'hui, par exemple. Donc vous voyez, les premières opérations de protection de monuments historiques, elles sont passées par de la destruction d'un patrimoine urbain. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce cheminement. Alors, ces mises en place de doctrines, de restauration, elles ne se font pas sans friction. Il y a toujours des oppositions. Il y a une autre école, plus portée par l'Angleterre, et notamment par John Ruskin, qui était un écrivain, qui n'était pas un architecte, mais qui a beaucoup écrit sur les doctrines de restauration. Par exemple, dans les 7 lampes de l'architecture, il écrit « Prenez soin de vos monuments et vous n'aurez nul besoin de les restaurer. Sa dernière heure enfin sonnera, mais qu'elle sonne ouvertement et franchement, et qu'aucune substitution déshonorante et mensongère ne le vienne priver des devoirs funèbres du souvenir. » C'est une vision beaucoup plus romantique de l'architecture et de la ruine et d'accompagner en réalité le cycle de vie jusqu'à la disparition des bâtiments. Les Anglais et Ruskin, ils apportent aussi une autre idée. Donc cette idée de défendre, sont les premiers à défendre aussi un héritage modeste des architectures domestiques, des architectures vernaculaires qu'on est bien loin de considérer en France à l'époque. Et d'ailleurs un peu plus tard, sont les premiers à défendre l'architecture industrielle. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui nous sont venues de l'Angleterre. Je disais, ce sont des concepts très occidentaux, nés en France pour schématiser, mais qui ont beaucoup échangé avec l'Angleterre, l'Italie. Et puis, depuis, c'est un bouillon international, évidemment, et qui s'enrichit et qui fait débat avec toutes sortes de cultures et de pays. Autre pays qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est l'Italie. Évidemment, entre autres, je ne passerai sur les théories de restauration qui sont très nombreuses, particulièrement intéressantes, mais je souhaiterais mettre le doigt sur Gustavo Giovannoni, qui était un urbaniste, architecte, ingénieur, porteur d'une ce qu'il appelait une architecture comme discipline intégrale, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas distinguer le neuf de l'existant, la réhabilitation de la construction, l'urbanisme de l'architecture. Il a construit des quartiers urbains à Rome magnifiques, il a restauré, il a beaucoup écrit sur les centres-villes. C'est Françoise Choé qui l'a fait connaître et traduit en France à travers cet ouvrage « L'urbanisme face aux villes anciennes », mais qui est en réalité un ouvrage d'après 1914. Et le premier, Gustavo Giovannoni, il s'intéresse non plus à l'édifice isolé de la cathédrale ou de la chapelle, mais au centre, au tissu urbain. Il reprend en cela des idées, vous reconnaîtrez peut-être dans le dessin en haut à droite, les leçons de Camillo Sitt, qui était un urbaniste viennois qui a écrit l'urbanisme comme œuvre d'art, et qui s'intéresse aussi à ces types-là. Et donc Gustavo Giovannoni s'intéresse à comment considérer les centres-villes comme des monuments historiques, comment considérer les dispositifs urbains qui assemblent des œuvres majeures, des œuvres saillantes et des œuvres dites mineures, c'est-à-dire le tissu urbain. Et il précise bien que les œuvres mineures peuvent avoir une valeur historique supérieure à l'œuvre majeure. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est simplement des statuts de saillance. On peut avoir une cathédrale majeure par sa saillance qui en réalité est tout à fait mineure dans l'intérêt de l'histoire de l'art par rapport au tissu urbain. Donc ça, c'est assez important et ça a ouvert la porte à toute une politique de préservation des centres anciens. Au-delà donc de cette extension du domaine du patrimoine qui intègre désormais des centres urbains, des centres anciens, il y a un autre type d'extension qui se produit au cours du XXe siècle et d'autres types de considérations. J'en prendrai que quelques-uns, mais par exemple l'architecture industrielle. On fait remonter un peu les électrochocs, du moins en France, mais c'est à peu près contemporain dans d'autres pays, aux années 70. 1971, la démolition des Halles Baltard, qui a été quand même un grand traumatisme. Seul un pavillon a été conservé. Ça a été beaucoup débattu, mais voilà, les Halles Baltard sont démolies. On est dans les grandes lancées des 30 glorieuses de la modernité. On construit Rungis et on démolit toutes ces vieilleries du 19e siècle, qui étaient loin d'être considérées comme un patrimoine. Aujourd'hui, évidemment que ces halles seraient classées, surprotégées. Donc, on démolit tout ça. Ça crée un premier sursaut dans la population, chez les architectes, chez les intellectuels.
Et juste après, la gare d'Orsay, donc qui se situe sur les quais de Seine, un peu plus loin. Donc vous voyez en bas à gauche une perspective de l'architecte urbaniste Guillaume Gillet, Grand Prix de Rome, qui est pourtant pas un mauvais architecte, mais qui était dans cette idée moderne qui démolissait intégralement la gare d'Orsay pour construire un hôtel et un centre des congrès. Donc projet absolument énorme, et vous voyez ici la gare d'Orsay qui est quand même un ouvrage, et encore par rapport au patrimoine industriel, on est ici à des standards, on n'est pas dans une usine perdue au fin fond du bassin minier, c'est quand même des grands monuments de l'industrie. Malgré tout, c'était considéré comme n'ayant pas de valeur et méritant d'être démoli. Là-dessus, le débat se crispe un peu, et le projet de centre des congrès sera abandonné en 1972, et aujourd'hui c'est le musée d'Orsay que vous connaissez probablement, qui est un des plus grands musée français. Donc voilà, ça marque un peu un tournant entre 71 et 72 sur commence la prise de conscience du fait que l'architecture métallique du 19e et derrière elle, l'architecture industrielle qui commence à être inventoriée, reconnue en Angleterre et ailleurs, peut constituer un patrimoine, et puis ça sera beaucoup développé très largement au cours des décennies suivantes avec des organismes comme le SILAC, etc. Au même moment, il y a un mouvement parallèle qui se fait, alors plutôt côté ethnographie, sur l'architecture rurale qui disparaît, le monde rural disparaît, on parle de l'exode rural. Et je montrerai juste ce projet, moi qui me tient à cœur, que je trouve fascinant, j'espère que vous le connaissez, mais le corpus de l'architecture rurale française, le corpus des genres, des types et des variantes, qui est une aventure incroyable, lancée par le Musée des Arts et Traditions Populaires, donc musée porté par Georges-Henri Rivière, un grand ethnographe, et en l'occurrence ce projet porté par Jean Cuisenier et Henri Rullier. Ça commence en 1942 avec le grand chantier, le chantier qui s'appelle, je n'ai plus le nom exact, mais qui envoie en 1942, occupation, on est en Seconde Guerre mondiale, il y a l'occupation, il y a le STO, il y a les déportations, et Cuisenier décide d'envoyer 40 architectes, des architectes résistants, des architectes juifs, des architectes communistes, il les envoie en France, partout, au fin fond de la campagne pour relever l'architecture rurale. Donc il y a des architectes qui sont envoyés pendant 4 ans, 5 ans au fin fond des Pyrénées, dans les Alpes, et qui, pendant 4 ans, relèvent, vous voyez ici quelques-unes des planches magnifiques, à droite et en bas, ils relèvent des détails, des dessins, des plans, des coupes de toutes ces maisons, ces installations, et on voit ici vraiment, il y a les casseroles, les manteaux, on sait où sont les bêtes, où est le foin, par où rentre, il y a des relevés, il y a des détails sur comment fonctionne la cheminée, comment fonctionne le feu, etc. Et toute cette masse, il y a eu plus de 1759 monographies rurales de maisons folkloriques, c'est comme ça que ça s'appelait, qui ont été dressées. Ils décident de les publier. Alors ça leur a pris un peu de temps, ils ont publié ça entre 1968 et 2001, et région par région, ils ont publié des atlas qui recensent tous ces relevés d'architecture rurale qui avaient vocation à disparaître. Donc si vous ne connaissez pas, courez à la bibliothèque, regardez au moins celui de la Normandie, ça vous intéressera probablement. Et ce mouvement, donc là, lui, il est plutôt adossé ethnographie, il est en parallèle d'un mouvement de muséification, c'est pas le propos ici, on parle plutôt en architecte, mais évidemment, ça s'adosse de tout un appareil conservatoire muséographique, le Musée des Arts et Traditions Populaires, dont les collections sont aujourd'hui conservées en partie au MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à Marseille. Vous voyez ici une photo des réserves du MUCEM. Le MUCEM, ils ont plus de 250 000 objets. Ils ont des milliers de pains, par exemple. Donc il y a des gars qui ont acheté des pains dans la France entière pendant des années, des décennies. Ils doivent conserver tous les pains. Il ne faut pas qu'il y ait de mythes, il ne faut pas qu'il y ait de trucs. Là derrière, on voit des cuillères. Ils ont des dizaines de milliers de cuillères. Ils ont des chars de carnaval. Ils ont des choses absolument incroyables. C'est un vrai défi pour les conservateurs. Comment conserver du pain, comment conserver des chars. Voilà. C'est le pendant de cette... L'architecture, on ne la conserve pas de la même façon. On la documente, on l'inventaire. On peut travailler sur sa transformation, son devenir. Les objets, on peut les conserver avec les limites que ça a. Un autre livre fondamental, il me semble, dans l'approche du patrimonial, c'est celui de l'ethnologue Nathalie Heinisch, qui s'appelle La fabrique du patrimoine, où en fait elle suit des chercheurs de l'inventaire qui vont documenter, qui vont enregistrer des bâtiments pour savoir ce qui pourrait un jour mériter inscription au classement. Et elle leur tire les vers du nez, elle leur pose des questions. Elle se dit, mais pourquoi vous protégez celui-là? Pourquoi celui-là il vous intéresse? Pourquoi celui-là il vous intéresse pas? Parfois ils ne savent pas répondre. C'est super intéressant cette enquête de les accompagner.
Et du coup, le sous-titre de son livre, c'est « De la cathédrale à la petite cuillère ». Donc on retombe sur Georges Perec, c'est finalement pourquoi on protégerait les cathédrales et pas des petites cuillères. Finalement, les petites cuillères, elles ont leur place au MUSEM, jusqu'où on met le curseur dans ce qui relève du patrimoine ou pas. Et donc elle fait le constat, mais c'est un constat qui est très largement partagé par tous les chercheurs sur le patrimoine aujourd'hui, d'une énorme inflation patrimoniale. En anglais, ils utilisent beaucoup le terme de memory boom, d'autres chercheurs. Alors ça recouvre des concepts parfois différents, on pourra en parler, mais voilà, cette explosion, le mot patrimoine, je rappelle, n'existait pas avant 1970, il apparaît timidement, dans les années 80, c'est l'année du patrimoine, il y en a de partout, etc. Et il y a la journée européenne du patrimoine, aujourd'hui il y a du patrimoine partout. Donc c'est assez spectaculaire. Et dans son analyse sur le fait de la désignation de la protection des monuments historiques et du patrimoine, elle relève 4 différentes extensions. D'abord, l'extension chronologique, c'est-à-dire la fenêtre temporelle de ce qui mérite ou pas d'être protégé. Historiquement, ça commence plutôt avec l'Antiquité, au Quattrocento, on redécouvre les vestiges romains. Petit à petit, on s'intéresse au Moyen-Âge, souvenez-vous la liste de 1840, des vestiges... Et puis, petit à petit, on tire le fil, etc., jusqu'à l'architecture de fer du 19e, jusqu'à l'architecture moderne. Il y a des bâtiments de Corbusier qui sont protégés peu après son décès, et jusqu'à l'architecture extrêmement contemporaine. Ce qui fait que la fenêtre chronologique, aujourd'hui, on protège des vestiges préhistoriques de moins 35 000 ans, jusqu'à des éléments d'architecture contemporaine, vieux de quelques années ou décennies seulement. Le deuxième point, c'est l'extension topographique. Donc, d'abord, la protection est centrée sur l'édifice isolé, une chapelle, une église, et petit à petit, il s'étend à son environnement, à ses abords, au centre urbain dans lequel il est, et avec une extension assez spectaculaire aussi, au site, au grand paysage. Je crois que le paysage naturel des Causses qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, c'est des dizaines de milliers d'hectares, c'est énorme. Donc, de la topographie, on parle de l'objet isolé jusqu'à des paysages entiers. Et à travers ça, il y a aussi la notion de monument naturel qui arrive, qui est évidemment sous-jacente à la question de paysage, c'est la place de la nature. On ne protège plus que des artefacts ou que des pierres ou de la brique, mais aussi des paysages vivants. Et en cela, petite parenthèse, le processus suivi par l'appareil français est exactement inverse à celui des États-Unis. Donc si ça vous intéresse, on pourra en reparler, mais aux États-Unis, c'est d'abord le National Park qui préserve des immenses réserves naturelles, comme une réserve sauvage de wilderness. Et puis petit à petit, le National Park Service, il s'intéresse à d'autres objets, il commence à incorporer les champs de bataille, puis les maisons des anciens présidents, puis des choses, puis finalement, il protège des bâtiments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez visiter des monuments historiques aux États-Unis, les gens qui vous ouvrent la porte, qui vous accueillent, c'est des rangers qui ont le chapeau à bord et des bottes, même en plein New York. C'est vraiment complètement l'inverse, ils sont passés du patrimoine naturel vers le patrimoine culturel bâti. Donc en France, on a mis assez longtemps à considérer que la nature pouvait constituer un élément monumental ou naturel. La troisième extension que Nathalie Heinisch souligne, c'est l'extension catégorielle. Donc là encore, on passe du monument historique prestigieux, religieux ou centre du pouvoir, les châteaux, les églises, à des témoignages de la vie quotidienne, des transports, de l'industrie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les monuments historiques, on trouve des fermes, des moulins, des lavoirs, des cafés, des cinémas, des enseignes, des théâtres, des gares, des mines, des usines et bien d'autres encore. Et la dernière extension analysée, c'est celle de l'extension conceptuelle. Alors, pour faire très simplement, elle passe de l'unicum au typicum. Ce sont des termes un peu techniques qui ont été débattus au sein de l'inventaire. L'unicum désigne une œuvre qui est unique en représentativité au sein d'un corpus donné, par sa nature, par son importance historique. Donc, par exemple, la cathédrale de Rouen est unique à l'échelle de la Seine-Maritime. Elle l'est peut-être pas à l'échelle de la France, parce qu'il y a Strasbourg, Notre-Dame, on peut discuter, mais à l'échelle ou de Rouen, admettons, elle est unique en son genre, c'est la seule cathédrale. Donc, elle est unique, elle mérite d'être distinguée, protégée. Le typicum, à l'inverse, c'est comment rendre compte d'une typologie qui est représentative d'un ensemble urbain ou culturel qui est représenté à de très nombreux exemplaires. Par exemple, la maison à pans de bois dans Rouen, je ne sais pas combien il y en a, des centaines, peut-être des milliers, peut-être pas, mais en tout cas plus d'une. Faut-il les préserver toutes? Faut-il en préserver une? Et pourrait-on
en considérer une qui serait le typicum, c'est-à-dire le type parfait de la maison de bois et qui permettrait à elle seule de représenter tous les différents types de maisons de bois. Voilà. Donc c'est deux démarches complètement différentes dans l'approche de présenter le singulier qui se distingue ou au contraire le typique le plus représentatif d'un élément. Et donc cette inflation patrimoniale multiple, elle a engendré une explosion, en l'occurrence de monuments historiques, si on revient à ça en France. Parmi les derniers chiffres, alors ils sont publiés avec un peu de décalage, mais en 2024, il y avait 45 223 immeubles protégés au titre des monuments historiques en France et plus de 280 000 objets mobiliers protégés. Objets mobiliers, il y a des orgues, des tapisseries, des tableaux, etc. Mais on va se concentrer sur les monuments historiques bâtis. Chaque année, la liste s'allonge de 200 à 300 édifices protégés supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des commissions, des chercheurs qui travaillent sur que doit-on ajouter à notre patrimoine national. Il va sans dire que l'inscription, la protection monument historique crée une obligation pour le propriétaire, mais aussi pour l'État français, de sauvegarder ce patrimoine. Donc c'est engageant pour tout le monde, pour le propriétaire classé comme pour la collectivité, puisqu'à partir du moment où on considère qu'un monument historique doit être préservé, il faut s'assurer que le suivi scientifique, technique, que les travaux de restauration, de réparation soient faits. Donc il faut comprendre que cette immense masse de bâti qui ne cesse de s'accroître est aussi un engagement permanent. Et si on regarde quelques chiffres, quelques diagrammes, donc vous voyez la répartition actuelle. On a en majeur, c'est l'architecture domestique, 39%, qui est plus importante que l'architecture religieuse. Hein. Si on réimagine ce diagramme sur 1840, on aurait peut-être 85 ou 90% d'architecture religieuse et 5 ou 10% d'architecture militaire ou d'architecture antique. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien plus pondéré. On a l'architecture domestique, l'architecture religieuse, les sites archéologiques, l'architecture funéraire, l'architecture militaire, l'architecture administrative et autres. En haut, il y a des jardins, toutes sortes de types divers. Et en bas, vous avez l'âge des monuments historiques protégés, donc préhistoire et proto-histoire 3%, antiquité 1%. Je pense qu'en pourcentage, ils sont presque tous protégés, mais c'est parce qu'en réalité, il y a très peu de vestiges antiques rapportés à la masse bâtie de bâtiments en France, mais ils doivent être très certainement les plus protégés par rapport à leur nombre. Moyen-Âge, 37%, époque moderne, 43%, époque contemporaine, 16%. Donc vous voyez, il y a eu un gros rééquilibrage, c'est-à-dire que depuis 1840, et notamment entre 1970 et les années 2000, il y a eu un gros travail pour rééquilibrer, être plus représentatif d'un patrimoine national. Alors, je vous parlais d'inflation chronologique, de rapprochement. Ce bâtiment que vous connaissez peut-être, la maison Lemoine à Bordeaux, construite par M. Colas, livrée en 1998 et inscrite monument historique en totalité par arrêté le 28 novembre 2002. 4 ans après sa livraison, elle est inscrite en totalité monument historique, ce qui veut dire que le propriétaire ne peut plus déplacer une cloison sans demander l'avis du ministre de la Culture, du moins de ses représentants via la DRAC. Donc, et ça, c'est un des exemples, c'est à ma connaissance l'exemple le plus court qui est soit entre une livraison, mais ça donne bien un exemple du fait que les critères aujourd'hui d'inscription de protection monument historique ne sont plus liés à la seule ancienneté ou valeur historique. Là, en l'occurrence, j'imagine que les critères retenus, il faudrait lire l'arrêté, mais c'est l'importance, la représentativité par rapport à une époque de création architecturale majeure et peut-être la menace, le risque de disparition ou d'atteinte aux biens qui peut justifier une inscription en urgence. Alors si on pense à Rem Koolhaas, puisque justement cette maison nous y amène, l'OMA, en 2010 à la Biennale de Venise, avait fait une exposition sur le patrimoine justement qu'il avait appelé Chronochaos, et qui revient en gros, qui dresse le bilan mais à échelle nationale de ce que je viens de vous dresser à échelle française. Donc quelques extraits du petit document qu'ils avaient fait qui est très intéressant par rapport à ça. Vous voyez ici une frise chronologique avec l'ensemble des inventions industrielles ou des inventions importantes de l'humanité, disons du télescope jusqu'au ciment et aux ultrations, au GPS, et aujourd'hui il faudrait rajouter l'intelligence artificielle, etc. Et la commission des monuments français en 1790, on en a parlé, juste pendant la Révolution française, et en même temps, cette révolution industrielle, on voit cette explosion d'inventions industrielles. Et en Angleterre, juste après, 1877, Society for the Protection of Ancient Buildings. Voilà, donc
la préservation et la modernité ne sont pas opposés, mais au contraire, ils sont deux faces d'une même monnaie, ils avancent de front. Le patrimoine est le miroir inversé, en réalité, des révolutions culturelles, sociales et industrielles qui structurent notre société. Le constat ici, vous voyez, de gauche à droite, c'est chronologique et en réalité, en taille, c'est une expansion en termes de dimension et de type qu'a représenté l'OMA. Donc on commence avec les anciens monuments, les bâtiments religieux, les centres historiques, les maisons, et en fait, petit à petit, on protège des cimetières, des voies ferrées, des îles, des casinos, des paysages culturels, des digues, des autoroutes, du patrimoine oral, etc. Et ils finissent par la Lune, puisqu'évidemment, il y avait aussi un débat sur faut-il protéger le moonscape, faut-il déclarer la Lune patrimoine de l'humanité, etc. Est-ce qu'on pourrait considérer que la Lune en entier serait un site naturel protégé, etc. Et ça, ce sont les diagrammes présentés toujours par l'OMA, mais qu'on peut trouver sur les sites de l'UNESCO, au fil du temps, une frise chronologique des surfaces protégées. En rouge, ce sont les surfaces inscrites au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, et en jaune, ce sont les surfaces en cours d'instruction, en candidate. Donc voilà, on voit très clairement une explosion de ces quantités de surfaces, avec une surreprésentation de l'Europe, qui est le premier pas en bas, et justement, aujourd'hui, un enjeu sur rééquilibrer à échelle mondiale la représentativité de ce patrimoine mondial. Et en bleu, d'ailleurs, oui, lui, il dit ça aussi évidemment à l'explosion du tourisme. Vous voyez en bleu la courbe de l'intensité du tourisme mondial. Évidemment, tous ces enjeux de patrimoine, ce n'est pas l'objet ici, mais sont aussi consubstantiels d'une économie du tourisme qui est beaucoup débattue et critiquée, ou du moins réinterrogée aujourd'hui. Et voilà la carte, il arrive au décompte de considérer qu'aujourd'hui 12% à peu près de la surface du globe est protégée, et que puisque ça va de façon exponentielle en s'accélérant, il pose la question prospective, évidemment purement théorique, mais pas inintéressante, de dire jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce qu'un jour, faut-il ou ne faut-il pas qu'un jour 100% de la surface soit protégée? Quelle continuité imaginer à cette tendance explosive de surface protégée? Comment gérer ça? Qu'est-ce que ça redit de notre société? Un autre juste élément que je souhaitais présenter aujourd'hui, c'est l'Association of Critical Heritage Studies, qui est une association de chercheurs internationale qui travaille autour de l'objet du patrimoine, donc de heritage, mais avec une approche critique, qui a été portée notamment par une Australienne et par Lucie Morisset, québécoise, mais qui est un mouvement international, et qui cherche à réinterroger un peu le patrimoine, justement, en voyant comment on peut sortir un peu de la seule approche occidentale et de ce qu'ils appellent le discours autorisé du patrimoine, c'est-à-dire ce sont les gouvernements, les États, les experts qui décident ce qui doit être protégé et ce qui est représentatif, et la population subit, entre guillemets, on lui dit, le patrimoine qu'on lui affecte. Donc peut-on réinterroger cela? Faut-il le réinterroger? Comment faire participer la société civile à ces processus de désignation, de conservation, et ainsi de suite. Donc c'est un mouvement tout à fait intéressant. Il y a un manifeste qui est en ligne, qui est très court, que je vous invite à voir, et toutes leurs publications sont très intéressantes. Par exemple, en France, je prends un exemple parmi d'autres, mais pour vous montrer que le patrimoine, comme je le disais, ce n'est pas une essence, mais un discours, un phénomène social, et du coup, comme tout discours, il peut être débattu, il peut créer des frictions. La statue de Victor Schœlcher, qui est un des grands héros de l'affranchissement de l'esclavage, à droite, la statue de son buste dans la ville de Houille, près de Paris, où il est mort, et qui est sur la place publique, et devant laquelle tout le monde passe tous les jours, et ça embête personne, et voilà. Et à gauche, la statue de Victor Schœlcher, à Basse-Terre, qui a été déboulonnée en juillet 2020, comme ailleurs, en Guyane et en Martinique, par des descendants d'esclaves, par des mouvements politiques, qui, par ce geste, voulaient justement manifester contre l'invisibilisation de la place des descendants d'esclaves dans les combats pour l'affranchissement, par rapport à la République qui s'auto-glorifie à travers la grandeur de la République française qui a affranchi l'esclavage avec des gens formidables, ses députés Schœlcher, etc. Donc tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de débats, de frictions partout dans le monde autour de qu'est-ce qui doit faire patrimoine.
Autre élément, en 1992, l'UNESCO, après la convention de 1972 qui pose les bases d'un patrimoine mondial de l'humanité, ajoute la notion de paysage culturel pour élargir donc le champ et le domaine du patrimoine, notamment à d'autres cultures et d'horizons. Et ça, j'ai beaucoup échangé avec Francesco Bandarin, qui était à l'époque le directeur et qui m'a expliqué en direct comment et pourquoi ils avaient inventé ce concept-là. Donc, que le but était aussi d'élargir donc la culture monumentale occidentale, centrée sur des monuments historiques bâtis, et l'ouvrir à d'autres pays, continents qui étaient de moins de tradition bâtie, où la mémoire orale est plus importante, où les notions de paysage, de territoire sacré peut-être plus importantes que celles de construction en pierre, en Afrique, en Asie, etc. Et du coup, permettre à tous ces territoires d'entrer dans le patrimoine mondial à équivalence des autres pays, puisque c'était des concepts inventés en Occident, il était logique que l'Occident était largement surreprésenté. Donc ces paysages culturels, ils représentent des ouvrages combinés de la nature et de l'homme qui illustrent l'évolution de la société et des établissements humains au cours des âges, sous l'influence des contraintes et ou des atouts de leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles internes et externes. 3 catégories sont inventées dans ces paysages. Les paysages créés intentionnellement par l'homme, donc les jardins, les parcs, les ensembles religieux, c'est le plus évident, voilà, les parcs. Le deuxième, les paysages essentiellement évolutifs, construits par association et en réponse à leur environnement naturel, et dans lesquels il y a les paysages reliques qui sont figés et les paysages vivants qui continuent à évoluer. Et troisièmement, les paysages culturels associatifs qui sont plutôt des éléments des ouvrages sacrés, donc des éléments qui relèvent du religieux ou des croyants. C'est cette deuxième notion que je vais vous développer à travers la présentation du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui est un des premiers grands sites inscrits en France en tant que paysage culturel évolutif et vivant. Et en cela, il a constitué aussi une sorte de cheval de Troie dans l'appareil monumental français qui était centré sur la restauration, la conservation figée dans l'éternité, la pierre, le marbre des monuments historiques. Évidemment, quand on parle d'un paysage culturel évolutif, on ne peut plus le figer dans le marbre et ça force à réfléchir un peu autrement. Donc, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, je l'ai dit en introduction, c'est un territoire, donc vous voyez, au nord de la France, à la limite avec la Belgique et l'Allemagne, où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans et où entre 2019 et 2024, j'ai réalisé une recherche doctorale qui a abouti à une thèse sur la transition post-minière de ce territoire et notamment les questions de patrimonialisation, c'est-à-dire les enjeux liés à son inscription UNESCO en 2012. Je commence à y travailler en 2012, juste après son inscription UNESCO, c'est-à-dire au moment où la liesse retombe un peu, tout le monde est content d'être inscrit à l'UNESCO et après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas forcément de réglementation. Donc voilà une photo aérienne d'à quoi ressemble ce territoire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais certains font leur mémoire dessus, donc connaissent bien. Je vois ça. C'est un paysage culturel qui associe à très grande échelle des éléments de transport pour transporter le charbon, donc des voies ferrées, des canaux, des routes, des installations industrielles, les fosses, les puits avec les chevalements pour aller chercher le charbon qui était à entre 600 et 1000 mètres sous terre ici, hein, donc c'est vraiment extrêmement profond. En Allemagne, on n'a qu'à gratter le sol pour le ramasser. C'est pour ça aussi que le bassin minier a rapidement fermé. Et puis, 2 autres problèmes qui se posent. Il faut faire venir de la main-d'œuvre dans ce qui était avant un territoire rural relativement plat, marécageux. Donc, il faut loger des mineurs qui viennent et c'est la naissance aussi du logement ouvrier à très grande échelle avec toutes ces maisons de mines, les corons, plus de 60 000 logements miniers qui ont été construits pour accueillir ces populations. Et puis, il faut stocker les débris issus de l'exploitation. Donc, ce sont les terris, ces montagnes artificielles qui sont en réalité tout ce qu'on rejette des morts-terrains. Ici, je vous montre un petit prospectus qui a été édité par la mission Bassin Minier et qui est développé, mais qui montre un peu l'idéologie derrière, qui est ce petit slogan qui disent aux enfants, qui racontent là-bas, c'est que l'histoire des mineurs vaut bien celle des rois. Finalement, il y a cette idée que dans la représentation de l'histoire de l'humanité, qui était après tout l'objectif de l'UNESCO, pourquoi on raconterait Versailles, pourquoi on raconterait les pyramides d'Égypte, mais pourquoi on ne raconterait pas aussi la révolution industrielle, les mineurs qui ont miné ce charbon, etc. Et donc, il y a souvent cette analogie. Les pyramides de Gizeh sont
patrimoine mondial de l'humanité, exactement au même titre que les terris du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement à l'UNESCO, c'est une inscription et il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il n'y a pas d'abord Versailles et les pyramides et à la fin patrimoine. Tout ce qui est dans le patrimoine mondial de l'humanité l'est au même titre. Donc, un patrimoine culturel, évolutif et vivant. Très rapidement, le paysage culturel. Alors, juste avant le bassin minier, il y a d'autres territoires qui ont été classés en paysage culturel, notamment des paysages viticoles, Saint-Émilion, le Val-de-Loire, etc. Évidemment, c'est un paysage associatif où les activités agricoles, viticoles, les centres anciens, l'hydrographie ont permis un terroir, une activité, c'est évident. La grande différence, c'est que ces paysages, ils sont encore exploités, le Champagne, le Val-de-Loire, ils sont encore exploités pour faire du vin aujourd'hui. Donc c'est évidemment la notion de continuité, elle se pose tout à fait différemment du bassin minier où l'exploitation s'est arrêtée et comment on transforme ça alors qu'évidemment on ne va pas continuer à faire tourner les installations techniques. Le paysage évolutif, puisqu'il reconnaît qu'il n'a pas été construit d'une pièce, mais il n'a cessé de se construire entre le 18e, 19e, 20e, 21e siècle. Donc vous voyez ici des petits dessins qu'on a fait sur des blocs diagrammes à l'agence Prost. Vous voyez en bas, en vert, le paysage rural du 18e siècle. En noir se superposent comme des empiècements les installations techniques construites par les compagnies minières au 19e siècle. Jusqu'au XXe siècle, 1990, fermeture de la dernière mine, et depuis, il continue à se passer des choses. Il y a eu énormément de démolitions d'installations, mais il y a eu des constructions de centres logistiques, d'usines de batteries, des constructions de lotissements, voilà, il est continu. Donc en réalité, c'est une imbrication permanente. Il reste des bouts d'installations rurales, des bouts de centres de villages plus anciens. Un paysage vivant, donc là, c'est évidemment la notion, on prend celle du végétal, et je vais prendre juste un exemple très marquant parce qu'on n'a pas attendu 1992 pour se poser ces questions, et les Italiens connaissent bien la problématique, mais on aime bien cette image à l'agence. À gauche, la Charte de Venise, 1964, qui est un texte magnifique, qui continue à être une vraie doctrine de restauration des monuments historiques actuels, mais qui parle de l'authenticité première de la matière et de sa pérennité de la matière. Et évidemment, c'est écrit pour des palais, on n'aurait peut-être pas dû mettre Venise, parce que Venise, en l'occurrence, sa pérennité pose question. Mais des choses en dur, dont on pense qu'elles peuvent être, par la restauration, maintenues ad vitam aeternam. Dès 1981, ces mêmes spécialistes se rejoignent à Florence, et ils écrivent une seconde charte, qui est la charte des jardins historiques, de la conservation et restauration des jardins historiques, puisqu'évidemment, un jardin historique, quand vous avez un alignement d'arbres dans l'axe de Versailles et qu'il y a la tempête de 1999 que tous les arbres tombent, voilà, on ne peut pas préserver, on ne va pas remettre les arbres et faire semblant qu'ils existent. Il faut replanter des nouveaux arbres, mais un nouvel arbre, il va être petit. S'il y a un mail et qu'il y a un seul arbre qui tombe, ça va faire ridicule, on aura un petit arbre dedans. Donc comment on intègre cette notion du renouvellement du vivant, du végétal, dans un processus de restauration? Donc déjà, en cela, la charte de Florence était très intéressante. Elle nous donne des premières pistes pour ouvrir un peu la boîte de l'appareil monumental de restauration et commencer à réfléchir à comment tout ça bouge. La valeur universelle exceptionnelle du bassin minier, donc elle est reconnue, c'est ce qui permet d'entrer dans le patrimoine mondial de l'humanité, parce qu'elle exerçait une influence étendue et durable, qu'elle est l'exemple achevé d'un type de réalisation architecturale et technique d'industrie minière, et qu'il soit associé à un événement, une tradition d'une portée capitale. Et là, c'est évidemment le socialisme, les grands mouvements syndicalistes ouvriers, qui sont pour certains partis du bassin minier et ont fait traîner de poudre à échelle internationale. La catastrophe de Courrières, 1906, il y a plus de 1000 morts, il y a des manifestations immédiatement partout en Allemagne, dans le monde entier. Voilà, donc c'est un lieu qui a une symbolique qui dépasse de loin sa signification locale et même nationale, et c'est à ce titre qu'il justifie. Après, quand on zoome un peu et qu'on regarde ce qui a été inscrit à l'UNESCO, ce sont des myriades de petits confettis découpés. Donc il y a 300 confettis découpés comme ça, un bout, une cité minière, un bout de chemin de fer, un terri, etc. Et donc ça pose une question énorme aux gestionnaires, déjà de recensement, de connaissance de tout ce bien et de suivi derrière, puisqu'il y a plus de 27 000 logements de mineurs qui sont protégés. Vous les voyez ici, les composants. Oui, j'ai passé rapidement. Il y a des quartiers urbains, des éléments qui regroupent des fosses
Et puis ce que nous on a appelé des composants, parce que l'UNESCO, lui, une cité minière égale un élément. Mais parfois, une cité minière, c'est un logement, ou un logement de directeur égale un élément. Une cité de 800 logements égale un élément. Pour un architecte, c'est quand même pas du tout pareil. Donc c'est amusé à compter plutôt les bâtiments, les fosses, les gares, 2 hôtels de ville, 12 sites commémoratifs, 86 écoles minières, 4 équipements culturels, 29 équipements socio-sanitaires, 27 églises, 28 278 logements. Vous les voyez représentés ici en proportion, et on voit que les logements des corons, des cités modernes, des cités jardins, des cités pavillonnaires sont largement surreprésentés. Donc ici, quelques statistiques. Vous voyez à gauche, si on prend les statistiques officielles dans l'inscription UNESCO, il y a un tiers d'habitat, un tiers d'équipements et un tiers de sites néo-naturels. Et en réalité, si on pondère avec les constituants, les composants architecturaux, il y a plus de 99% d'habitat. Or, cet habitat aujourd'hui, ça c'est une photo à Bruay-la-Bussière, la cité des musiciens, cet habitat qui est pour partie de très grande qualité, on a tous Germinal en tête, on pense que c'est misérabilisme, mais il y a des très beaux bâtiments en briques avec des modés nature, comme on ne construirait plus aujourd'hui, qui n'ont aucune valeur financière, vénale, donc aucune valeur, leur valeur vénale est inférieure au coût de leur restauration. Donc, pas de dessin à faire, quand il faut mettre 100 000 euros pour rénover, mettre aux normes thermiques une maison et que sa valeur sur le marché est de 60 000 euros ou 50 000 euros, personne n'y va et la maison est démolie. Donc là, ces bâtiments ont tous été rasés. En fait, il se démolit tous les jours des dizaines de maisons comme ça dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. C'est un vrai sujet, c'est une vraie gestion. Alors un petit point sur les protections, je crois que je suis un peu long donc je vais passer très rapidement, mais juste pour vous expliquer, contrairement à ce qu'on pense, l'UNESCO, qui est le plus haut degré de reconnaissance, n'emporte en droit français aucune protection. C'est en ça que c'était très intéressant aussi dans le bassin minier, c'est que ces 27 000 logements inscrits à l'UNESCO ne sont pour la très grande majorité pas protégés au titre des monuments historiques. Or, le pouvoir français, l'appareil monumental français est régalien, c'est un pouvoir régalien. Le ministère de la Culture décide ce qu'est monument historique, ses services déconcentrés assurent le suivi, ce qu'on appelle scientifique et technique, et décident ce qu'il faut faire, quel état de référence, comment restaurer, tout ça. Or là, sur tout ce bâti, sur ces 27 000 logements, la DRAC n'a en gros pas son mot à dire, ce qui crée beaucoup de friction. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça force tout le monde à se positionner un peu autrement. Ça engage directement les architectes. On devient un rouage intermédiaire, finalement, entre les sachants, les architectes, au sens pas forcément les chaillotins, les architectes de tous les jours qui font des projets dans ce territoire. Comment on peut se positionner sur ce patrimoine, en prendre soin, sans être dans des restaurations stricto sensu dont on n'aurait pas le budget. Et à l'inverse, comment les pouvoirs en charge de ces compétences peuvent évoluer et discuter un petit peu avec la société. Voilà, comment on serait plus dans un mouvement uniquement descendant, mais aussi ascendant. Et c'est tout ça qui se joue, non sans friction, dans le bassin minier depuis plus de 10 ans de l'inscription. Vous voyez ici les proportions des différentes typologies en fonction de leur protection. Et vous voyez que l'habitat est à plus de 65% ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques. Donc il est entre les mains des instructeurs des permis de construire qui peuvent mettre un coup de tampon, oui, non, sur un permis de démolir, pour faire simple. 2 petits projets très rapidement pour vous montrer comment on peut faire du projet en tant qu'architecte là-dedans. Je passerai vraiment très vite pour qu'on finisse. L'un, c'est la restauration du chevalement 1 bis à Liévin. Donc c'était ce chevalement de 40 mètres de haut, planté au milieu d'une zone industrielle, seul vestige d'installation technique. À la fermeture des mines en 1970 à Liévin, Liévin a voulu tourner la page, a rasé toutes les installations techniques. Seul le chevalement a survécu, il y a peut-être eu un petit doute, mais vraiment en plus Liévin était très moteur, Lens et Liévin étaient très contre, ils voulaient tourner la page. On le retrouve dans tous les textes d'époque, etc. On ne voulait plus entendre parler de la mine, ils ont tout imaginé, un parc d'attractions, ils ont fait une piste de ski sur un terril avec un truc de ski nautique dans un bassin à côté, enfin c'était comment passer à autre chose. Et moi, en 2020, on répond à un concours un peu saugrenu pour restaurer le chevalement 1 bis. Et en gros, le chevalement est rouillé, il faut le repeindre. Il y en a quand même pour plus de 800 000 euros pour décaper, repeindre un truc de 40 mètres de haut, peinture plombée, etc. Donc c'est un vrai sujet. Et nous, quand on reçoit le programme, en gros, il faut choisir la couleur pour le peindre.
il faut faire tourner les molettes. Les molettes, ce sont les roues là-haut qui servaient à faire monter et descendre les cages. Évidemment, il n'y a plus de cages, il n'y a plus de puits, il n'y a plus les moteurs qui faisaient monter. Et lors de la visite, il y a l'adjoint au maire, qui est un ancien mineur, qui m'a expliqué, il a dit « Mais moi, c'est mon rêve, je voudrais que les molettes, on va redonner vie à ce chevalement, les molettes vont pouvoir tourner, on va avoir la sensation que cela monte et cela descend comme si le puits vivait encore. » Donc voilà, ce projet, bon, on ne l'a pas gagné, mais ça a été le chevalement a été inauguré l'année dernière, et puis Liévin est passé au Rassemblement national la même année. C'est aussi des territoires où les enjeux politiques sur les questions de nostalgie qui réapparaissent aujourd'hui, de retour à c'était mieux avant, on veut retourner aux mines, on veut faire retourner les molettes, on veut faire comme si le puits ne s'était pas arrêté, sont extrêmement pesantes politiquement dans ces territoires. Autre projet, la restauration de la Cité des électriciens à Bruay-la-Bussière, dont j'ai eu la chance de m'occuper au sein de l'atelier d'architecture Philippe Prost en tant que directeur de projet, et avec, alors vous connaissez peut-être une enseignante, on a travaillé avec Jennifer Didlon, qui est également enseignante ici, qui a restauré les 3 barreaux que vous voyez derrière pour y accueillir des logements sociaux, tandis qu'on s'occupait de l'aménagement global et de la restauration des autres barreaux pour y accueillir différents programmes. Donc vous voyez un état du chantier, c'était un chantier assez lourd, ce sont des corons de 1852, plus anciens corons du Pas-de-Calais, qui étaient promis à la démolition. Ils étaient vidés de leurs occupants. Nous, quand on arrive, ils étaient à moitié vidés. Les marchés de démolition étaient signés. Les pelleteuses sont arrêtées de justesse par une inscription monument historique en 2009 et par l'inscription Patrimoine mondial de l'humanité en 2012. Ça a été vraiment in extremis. Et finalement, la communauté d'agglomération reprend le tout et porte un projet en y remettant des logements sociaux, en mettant un centre d'interprétation de l'habitat et du paysage minier ici, des résidences d'artistes et des gîtes touristiques de passage. Donc c'est une restauration qui vise à transformer et réanimer le lieu. Juste quelques sujets par rapport au patrimoine ordinaire, qui était le thème de cette conférence. Comment on l'a interprété ici? La question, par exemple, donc les corons qui sont réhabilités, isolés par l'intérieur avec un isolant en textile recyclé, etc. Mais aussi les carins. Les carins, c'est toutes petites constructions dans le jardin qui servaient de WC, de buanderie, de clapier, de poulailler et de rangement d'outils de jardin. Ces carins, ils étaient complètement à moitié en ruine. Ils étaient même dans la programmation, il était prévu de les démolir. Nous, on a trouvé ça magnifique. C'est comme des petites maisons de poupées qui répondent. Il y a le coron, le carin intermédiaire, le carin plus petit, avec ces jeux de pignons, d'écriture, ces cheminées qui donnent une échelle. Et donc, on a essayé de réutiliser tous les carins du programme et on a inventé un programme. Il y a un carin buanderie, un carin sauna, un carin chambre, un carin de lecture pour des enfants, un carin poulailler dans lequel on a remis des poules, un carin pour des artistes pour faire des expositions et ainsi de suite. Et on a plutôt utilisé ces toutes petites constructions de rien du tout pour donner à voir le site. Autre élément, les papiers peints. Georges Perec nous disait « Interrogez vos papiers peints ». Lors du curage, on a découvert dans ces logements, qui étaient des logements de mineurs, de revenus extrêmement modestes, des dizaines de couches de papier peint superposées qui témoignaient de toutes les générations successives d'habitat. Tout ça, ça partait à la benne. Moi, j'ai sauvé tout ce que je pouvais quand j'étais en réunion de chantier. Ils me prenaient pour des fous, les entreprises, mais on a arraché et on a trouvé des éléments absolument magnifiques. On peut les dater parfois parce qu'ils utilisent aussi des journaux. Donc ça nous permet de témoigner de tout ça. Et avec les scénographes, on les a remis en scène dans le musée, là où ils étaient. Là où il y avait des beaux papiers peints intéressants, on les a gardés, on a repensé le parcours scénographique et il y a des salles où on parle de la façon dont les mineurs habitaient ces espaces, dont l'enjeu des couleurs, des motifs, de la personnalisation. Et donc on a des papiers peints contemporains autour et des fenêtres archéologiques qui donnent à voir les papiers peints découverts lors du curage à l'intérieur. La brique, autre élément ordinaire. Pareil, Georges Perec nous disait interroger la brique, interroger le béton. Un appareil à la française. Les murs arrière des corons étaient sud aveugles, ils étaient mono-orientés nord. Évidemment, on a voulu donner un peu de lumière côté sud, mais ces grands murs longs en briques avaient aussi leur qualité, ils étaient intéressants. Donc on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour proposer des claustras, et on a remplacé les joints par des plats métalliques, et on a retiré ensuite une brique sur deux, et pour donner à voir justement cet ordre de la brique, et ces jeux géométriques qui génèrent, à partir d'une simple règle mathématique, d'enlever une brique sur deux, des losanges, des croix, des triangles, et un motif décoratif à partir même de la brique. Vous voyez ici la mise en œuvre avec les maçons. C'est un autre aspect du patrimoine évolutif et vivant, c'est qu'on ne le restaure pas, on ne le fait pas sans
les compétences d'édifier. S'il n'y a plus demain de briqueterie dans le Nord-Pas-de-Calais, s'il n'y a plus de maçons qui savent faire des murs en briques, on ne saura plus restaurer ce patrimoine. C'est aussi là que réside l'enjeu évolutif et vivant de tous ces patrimoines. Et là, en l'occurrence, c'était des maçons extraordinaires qui savaient faire des choses très fines. Et on a beaucoup échangé avec eux, on l'a fait en réunion de chantier, même des choses à la fois sur site, en poussant une brique. Vous voyez ici une photo de la réalisation finale avec les claustras dans les murs arrière, les murs pignons qui sont à la fois conservés dans leur continuité. Il y avait des fenêtres qui avaient été percées avant, mais nos nouvelles fenêtres restent dans le pan du mur. Et avec les paysagistes aussi, la question des potagers, des trames potagères. On a toutes les photos aériennes des années 50, 60, 70, où on a pu retracer ici toutes les lignes des parcelles, des trames potagères. Chaque famille avait sa parcelle, son potager, pour sa subsistance, pour sa production de légumes, de fruits. Et on a redessiné ça et on est parti de ce calque. Évidemment, dans notre programme, c'est un espace public, donc ouvert, mais on est parti de ce dessin pour hiérarchiser les cheminements principaux, secondaires, donner à lire ça et remettre des cultures. Il y a des piquets avec des cultures, il y a des framboises, des fraises, des fruits, il y a aussi des espèces, c'est pareil, il y a des graines anciennes, des graines patrimoniales. Il y a le poireau malabar qui ne poussait que dans le Nord-Pas-de-Calais, qui était le lapin géant des Flandres, qui est un lapin qui fait 40 kilos, qui était élevé, etc. Il y a tout un patrimoine aussi de horticole et animal qui accompagnait ces cultures. Vous voyez quelques photos de la réalisation. Et derrière, enfin, le dernier point, c'est un bâtiment neuf qu'on a voulu implanter, qui était, pour faire simple, on a doublé le bâtiment dans lequel devait être le centre d'interprétation. Dans le barreau central, il devait être sur 2 étages au programme. Ça aurait nécessité de démolir tous les planchers intermédiaires, de créer des ascenseurs, des escaliers, etc. On a proposé, pour un prix équivalent, de n'utiliser que le rez-de-chaussée et de construire un volume équivalent à la place d'un bâtiment qui avait disparu, et de doubler, d'avoir 2 fois la surface de rez-de-chaussée, une fois l'interprétation du grand paysage et de l'urbanisme, et une fois l'interprétation de l'habitat à travers les maisons. Et donc ce bâtiment que vous voyez à droite, le bâtiment F, le bâtiment 9, il est un clone du bâtiment A, où on a inversé les refends transversaux qui séparaient les différentes familles sont devenus des failles vitrées de lumière, et les planchers qui séparaient l'espace de vie au rez-de-chaussée des chambres sous comble sont devenus des tirants métalliques qui tiennent des portiques bois et qui deviennent des rails scénographiques. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, un grand bâtiment en bois qui devient aussi un dispositif d'interprétation du patrimoine, c'est-à-dire qu'ici, quand on est en groupe, on peut expliquer comment étaient construits les corons. Il suffit d'imaginer un plancher au niveau des entrées métal et des murs au niveau de chaque faille vitrée, et on comprend comment ces maisons, et il y avait un refend central au niveau de l'axe aussi. Et puis le carin, le petit élément de jardin qu'on a remis comme un carin de poche qui est le sas d'entrée et l'accueil de ce musée qu'on retrouve à l'intérieur avec ce jeu de poupées russes. Voilà. Quant à la matérialité, ce qui était en briques massives avec un peu de bois pour la charpente, on l'a complètement inversé. Il est en structure bois et il est recouvert d'une vêture en tuiles vernissées rouges qui rappelle l'écriture de la brique, tout en étant clairement contemporain. Donc on distingue bien le neuf de l'existant. Et ce projet se voulait donc aussi un démonstrateur. C'est un des premiers juste après l'inscription. Il a été lancé en 2012, juste après l'inscription UNESCO, que oui, on pouvait construire du neuf dans un monument historique du bassin minier. Non, il n'était pas figé. Et que ce patrimoine, il nous invitait à le regarder attentivement, à le préserver, mais aussi à le réinterpréter, à le transformer, à le faire évoluer. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long. Pour finir, je voudrais juste remettre un peu ça en conclusion, en perspective et dans le contexte. On a parlé ici de patrimoine et d'architecture. Mais ces enjeux de prise en compte, de faire avec l'existant, ils dépassent largement l'architecture. Ils s'imposent aujourd'hui plus largement à tous les concepteurs, y compris à l'échelle urbaine. Je prendrai ce petit texte, très beau et très bel essai de Françoise Fromonneau, paru dans la revue Criticat en 2011, ça date un peu déjà, qui analysait manière de classer l'urbanisme, expliquait que dans le contexte postmoderne actuel, donc à la fin des 30 Glorieuses, en gros, l'urbanisme actuel, au contraire du modernisme qui avait voulu conformer le réel à ses modèles, le postmodernisme émergent, encore actuel,
va chercher à reconstruire des doctrines de pensée et d'action en tenant compte du réel, voire à les conquérir à partir de l'extrapolation du réel même. Un changement de priorité qui se traduit par l'inversion des préséances respectives de l'utopie et de la réalité. L'urbanisme actuel et l'architecture et le patrimoine, on pourrait rajouter, dans tous ces courants, sont l'héritier de cette mutation-là. Souvenez-vous, 1971, démolition des Halles Baltard, 1972, le projet de l'architecte moderne Guillaume Gillet, raser Orsay pour y mettre un centre des congrès, abandonné. À partir de là, 1973, crise du pétrole, fin des grands ensembles, on bascule dans autre chose. Et là, peut-être que le réel commence à s'imposer à nous plus que les questions des grands discours et de l'utopie. Et on peut postuler que ces évolutions de la notion de patrimoine se font en parallèle d'évolutions d'urbanisme et d'architecture actuelle. Et de ce qu'elle appelle l'urbanisme de révélation, avec un exemple très célèbre de l'île de Nantes. Vous voyez ici l'inventaire du patrimoine architectural existant de l'île de Nantes par Alexandre Chemtov en 2001. Autre injonction actuelle, démolir moins, transformer plus, qui s'impose à nous toutes et à nous tous. Quand on sait que démolir consomme entre 40 et 80 fois plus de ressources que construire, voilà, aujourd'hui, en France, mais partout dans le monde, on pourrait dire, ou du moins en Europe et un jour dans le monde, les enjeux de réhabilitation dépassent ceux de la construction neuve et s'imposent à nous. On voit de très nombreux mouvements de mobilisation à divers titres par diverses personnes. Ça va jusqu'au zéro artificialisation nette, jusqu'au mouvement No to Demolition, Yes to Renovation, House Europe, etc. Et nous voilà Darnétal. Quelles leçons tirer de tout cela? Alors, pour finir en une minute, donc les questions architecturales et urbaines d'ailleurs interpellent nécessairement les questions mémorielles des territoires où nous intervenons et donc patrimoniales. L'injonction à travailler avec le réel et avec l'existant s'impose aujourd'hui aux architectes, aux urbanistes, mais aussi aux conservateurs, aux restaurateurs, aux aménageurs, aux décisionnaires de tout genre. Elle nous invite à considérer ce patrimoine et cet existant comme une ressource créative, évolutive et vivante, et non pas comme une simple contrainte figée. On pourrait postuler, donc je voudrais rappeler ce que j'ai dit au début. 1. Le patrimoine, dans son ensemble au sens large, est une construction sociale et pas une essence. C'est un bien commun et pas une affaire de seuls spécialistes. D'où le rôle des architectes, de tous les architectes, pas que les architectes du patrimoine, de nous saisir de cette question et de faire le lien, le rouage entre la société, les aménageurs, les constructeurs et les spécialistes de la conservation et de la préservation. Deuxièmement, et on revient sur Pérec, c'est que tout ça, ça nous impose d'apprendre, ou du moins de réapprendre à voir ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, à ouvrir les yeux, à regarder le grand et le petit patrimoine, l'industriel, le religieux, le vernaculaire, à regarder la brique, le béton, les papiers peints, l'ordinaire et le banal. Et c'est l'exercice que nous faisons à Darnétal avec les étudiants du studio en S6, où nous avons pris le parti de regarder l'ensemble du corpus bâti situé dans un rayon de 500 mètres autour de l'école. Vous voyez ici 2 exercices sur l'organisation du bâti et du parcellaire. Alors, je suis désolé, il n'y avait pas le nom. Je ne sais plus qui a fait celui de gauche, mais elle doit être dans la salle. Et donc ça, c'est un des premiers exercices de mise en jambe, on va dire déjà, de qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble. Et 1300 bâtiments, et on en ajoute encore. On s'aperçoit qu'il y en a qui n'existent pas dans les bases de données, et dont on a commencé un travail d'atlas et de recensement que je voulais vous montrer. Alors j'ai oublié, il n'est pas sur la clé USB. Comment je vais faire? Je vais le mettre tout à l'heure. On a décidé de relever par groupe. Il y a 4 groupes qui ont relevé. Un groupe qui a relevé tous les bâtiments qui se situaient sur une courbe de niveau, donc par une approche topographique. Un autre groupe qui a relevé tous les bâtiments considérés comme remarquables. Donc libre à eux de choisir les critères. Évidemment, la tour Saint-Jacques, la tour Henri IV, protégée depuis 1875, qui n'attendait que ça, mais aussi d'autres éléments plus remarquables, des équipements, des bâtis étranges. Un troisième groupe qui travaillait sur une approche aléatoire, 40 bâtiments tirés au sort, donc ça tombe sur un local poubelle, un hangar agricole, des choses comme ça. Et un quatrième groupe qui devait relever des éléments
moins architecturaux, disons, donc des serres, des ouvrages d'art, des ponts, des antennes téléphoniques, etc., pour dresser une sorte de portrait vivant de toutes ces situations construites autour de nous, sans préjugés de valeurs artistiques, historiques quelconques. Et voilà, je vais peut-être mettre, pendant que, je ne sais pas si on a des questions, peut-être, on va s'arrêter là, et je vais, pendant ce temps, essayer de me mettre sur rapidement je voulais montrer le travail d'atlas en cours que nous avons fait. Bon, j'en ai une. Merci Lucas, c'est très beau et très riche. Et ça me pose une question d'ordre général sur la question de prendre soin par les exemples que tu as montrés, donc la notion de patrimoine englobe aussi cette notion de prendre soin de la ville, de tout ce qui nous entoure, de notre histoire aussi. Je voulais rapprocher ça d'un mouvement ou des mouvements qu'on voit émerger ou réémerger aujourd'hui, qui sont ceux de la défense de l'environnement, et considérer l'environnement comme aussi une partie de ce patrimoine. Alors, je pense aux luttes, alors on parle contre la destruction d'un environnement naturel, on parle de Saint-Jacques, de Notre-Dame-des-Landes, on parle des bassins de rétention dans le sud de la France ou en Charente. Est-ce que tu sais comment on peut associer ces luttes, et tout en restant compte dans le contexte politique d'aujourd'hui qu'on est en train de changer de registre et on devient des conservateurs en quelque sorte. On a un esprit conservateur avec le mot qui change d'aspect, c'est-à-dire conserver quelque chose, être conservateur dans notre tête. Finalement, c'est un peu comme une sorte d'avant-garde maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une forme de convergence justement, et heureuse et nécessaire, des domaines de l'environnement ou de l'écologie, disons au sens large, et du patrimoine. Donc je l'ai dit rapidement, mais je vais peut-être le repréciser, effectivement. Alors à l'origine, du moins dans le cadre occidental et français, c'est deux domaines complètement différents, qui n'ont rien à voir. Viollet-le-Duc, je pense la question de l'écologie et du paysage, il devait en être assez loin. Encore que parfois, on a des surprises, il a un projet de restitution du Mont Blanc, etc. On relit parfois aussi des lectures environnementales de choses qui ont été un peu rapidement évacuées. Mais c'était quand même centré sur l'édifice. Et c'est assez rapidement que, je pense qu'en France, en tout cas, c'est venu par la question de la prise en compte d'un patrimoine naturel, dont encore faut-il le définir, mais elle est venue aussi par la question des paysages. Elle est venue par la question du pittoresque. Le premier élément protégé, c'est la forêt de Fontainebleau, protégée par les peintres de Barbizon. Ça a été protégé parce que cette forêt était pittoresque, qu'elle était peinte par des peintres et que du coup, on voulait préserver les paysages qui avaient tant plu aux peintres. Donc, c'est arrivé un peu par là. Ça s'est étendu jusqu'aux questions de paysage culturel et évidemment, à travers la notion de paysage, aujourd'hui, on ne le dissocie plus de la notion écologique et c'est une sorte de cheval de Troie et de développement concomitant de ces problématiques. Mais aujourd'hui, si j'ai envie de dire, la question écologique, elle est prise en compte dans l'évaluation et d'ailleurs, les sites classés, ils sont gérés par la DREAL et pas par la DRAC en France. C'est l'inspecteur des sites qui donne son avis, autant pour des questions de qualité, de conservation écologique que paysagère ou architecturale, en binôme avec l'ABF, justement, c'est intéressant pour ça. Les sites classés et sites inscrits, c'est un binôme DREAL-DRAC, c'est culture et ministère de l'Environnement. Donc il y a des objets comme ça qui existent hybrides,
depuis le début du XXe siècle en France et qui se développe. Après, dans ces luttes actuelles qu'on voit, écologiques, peut-être plus radicales, qui sont moins peut-être tournées vers une préservation en soi, mais plus, on va dire, oui, contre une forme de démolition, on pourrait y voir une forme d'écho aux luttes que j'ai présentées dans les années 1970 pour la sauvegarde justement du patrimoine industriel, des choses comme ça. Bien qu'il y ait eu aussi des luttes écologiques dans les années 1970, le Larzac, etc. Mais peut-être qu'il y a une forme d'écho et que ce qui s'est mis en place au cours du XXe siècle dans cette prise de conscience de la protection d'un patrimoine culturel plus riche, plus large, aujourd'hui, on est en train de revivre un peu la même chose autour d'un patrimoine naturel plus large face à une disparition, un effondrement évidemment de la biodiversité, etc. J'aimerais savoir, lors de votre présentation, vous avez utilisé deux termes, mineur et majeur. Alors, vous les avez utilisés une fois quand vous êtes référé aux travaux de Giovannoni et de Secchi, en tout cas plutôt de Giovannoni en parlant des centres-villes et en parlant des œuvres mineures. Et ensuite, vous l'avez utilisé donc, pour signifier un tissu, plutôt par référence à une centralité historique. Et puis, vous les avez utilisés en parlant d'architecture, en faisant une analogie, me semble-t-il, entre architecture domestique et architecture mineure. C'était juste avant de montrer la maison Les Moines de Colas. Alors, est-ce que vous pouvez m'éclairer davantage sur ces deux mots, qui en fait, est l'échelle. Comment vous les convoquez pour éclairer les termes d'ordinaire, extraordinaire ou infraordinaire, et dans quelle mesure sont-ils univoques? Alors, c'est sûr que c'est des termes très compliqués. Effectivement, moi, je les aurais peut-être pas utilisés moi-même, mais les premiers que j'ai cités, c'est ceux de Giovannoni. Et il me semble que j'ai pris soin de préciser, ce que je trouve très intéressant dans sa pensée, c'est qu'il indique qu'il y a des architectures mineures et majeures, ce qui semble supposer une hiérarchie, mais il précise aussitôt qu'en fait, ce n'est pas une hiérarchie de valeur, c'est une hiérarchie de nature, donc plutôt des architectures majeures qui ont une saillance ou qui ont une typologie différente, mais il précise bien que les architectures que lui appelle mineures, c'est-à-dire voilà, le tissu de maison bourgeoise qui peut enserrer une cathédrale dans sa ville, peut avoir par son ensemble un intérêt largement supérieur à celui de la cathédrale qui l'entoure. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est la notion du coup d'ensemble qui devient intéressant, c'est-à-dire que chaque maison en soi n'a pas forcément un intérêt architectural, ou du moins pour l'histoire de l'architecture ou l'histoire de l'art majeur, mais que l'ensemble, la lente sédimentation de tout ça compose un ensemble qui, lui, peut devenir, par son ampleur, sa composition, etc., donc non pas majeur, mais d'importance supérieure. Donc ça, c'est la théorie de Giovannoni. Après, c'est écrit avant 1914. Peut-être qu'aujourd'hui, on l'écrirait différemment, on n'utiliserait pas forcément ces termes, effectivement. Mais voilà, il faut bien le lire, parce que je suis pas un spécialiste de Giovannoni, mais en tout cas, l'introduction de Choé est très claire et ses textes sont assez clairs. C'est plus subtil que ça n'en a l'air. Et après, donc, quant à moi, j'essaie de l'utiliser le moins possible. Alors peut-être ça m'est échappé une fois, mais peut-être que c'était aussi une citation de Nathalie Heinisch. Et quand je le dis, c'est souvent avec des guillemets, comme la question de petit patrimoine. Le petit patrimoine, on le trouve partout. Souvent, il fait référence, par exemple, dans les PLU ou dans les inventaires ou dans les CAUE, par petit patrimoine, souvent ils font référence justement à de l'architecture qui n'est pas protégée ou pas inventoriée. C'est souvent dans ce sens-là, et donc ce sont des choses qui peuvent avoir une importance locale, mais n'ont pas forcément de reconnaissance, du moins, ou d'importance à plus grande échelle. Pour ma part, justement, j'essaie d'éviter ce terme, et le propos est justement de dire qu'il faut se méfier des hiérarchies de valeurs, et que il faut qu'on se défasse un peu de nos préjugés, qu'on regarde tout ce qu'il y a autour de nous avec la même, voilà, pour en prendre soin, avec la même bienveillance, le même regard. Après, il faut aussi hiérarchiser, c'est-à-dire j'ai mis volontairement le château de Versailles et un bâtiment de la rue d'à côté, côte à côte. Je pense que avec n'importe quel historien de l'architecture, on pourra peut-être dire que le château de Versailles a probablement eu une importance ou un retentissement
national et international plus important que le bâtiment de Darnétal. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut absolument tout mettre sur un même pied d'égalité, mais que prenons le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous, voilà, que ce soit identifié et désigné comme patrimoine ou que ce ne le soit pas. Merci. J'ai réussi à mettre les gifs animés qui tournent. Voilà, je ne sais pas combien on en a, une centaine. On va essayer de faire une exposition quelque part dans l'école pour les montrer tous. Ça va de la toute petite maison au gymnase immense. Voilà, et puis après, l'idée, c'est que le travail, c'est comment on fait du projet à partir de ça, à partir de cette matière première, de ces ressources, comment on transforme ça, comment on l'améliore, comment on le fait évoluer. Voilà, c'est fini ? Merci.